L'idée que les origines de la Maison de Savoie se trouvent au fond autour du diocèse de Belley et non pas dans d'autres espaces comme on l'a souvent dit. Alors pour ça, je voudrais commencer en introduction par d'abord vous dire une chose qui paraît banale, hein, c'est que la principauté savoyarde, celle qui a disparu en 1860 et pour vous encore un petit peu avant du côté de l'Ain, mais cette principauté savoyarde n'a pas toujours existé, il y a un avant et il y a un après, puisque si on se situait, on va dire un peu plus de 1000 ans avant notre époque, à cette époque-là, autour de l'an 1000, exactement 1000 ans d'ailleurs, dans l'espace qui est aujourd'hui le vôtre, mais encore plus largement, il n'y avait pas un décompte, hein, mais il y avait un roi, hein, le dernier de ces rois. Vous avez ici son sceau, hein, il s'appelle Rodolphe III, il régnait entre 993 et 1032, autour d'un royaume, qui était un royaume assez important, hein, puisqu'il allait en gros du seuil d'Alsace jusqu'à la Méditerranée et à peu près des premiers contreforts du Massif central hein, jusqu'à la crête alpine. Alors sur les bords de son royaume, son autorité était relativement faible. En Provence ou dans l'actuelle Franche-Comté, il ne gouvernait pas grand-chose. En revanche, dans tout ce qui est, disons, rosé, hein, ici, qu'on pourrait appeler la zone centrale du royaume, là-dedans, le roi régnait en maître. Hein, et en gros, avant l'an 1000, c'est la particularité de cette zone, il n'y a pas, du moins pas de manière importante, de grands pouvoirs seigneuriaux qui existent. En fait, on voit juste le roi et les fidèles du roi, et nous n'avons pas de comtes, de princes, comme on peut trouver dans d'autres régions. Hein. Ça reste encore un pouvoir royal de tradition carolingienne jusqu'à l'an 1000. Durant cette période, jusque donc sous règne de ce roi, Rodolphe III, on a une société qui est fortement encadrée hein, par la royauté. Si par exemple, je vous prends ici cette carte, on est là dans la zone centrale du royaume rodolphien, vous trouvez en gros l'espace qui était régulièrement parcouru par les rois et les principales de ces résidences. C'est une monarchie itinérante, hein. C'est que la monarchie resterait itinérante jusqu'à encore très très longtemps. Et donc le roi passe son temps à circuler entre ces différentes capitales, on pourrait dire, en gros celle de Vienne, hein, sur le Rhône, celle d'Aix aussi, il y a une villa royale, un domaine royal important à Aix, où le roi séjourne assez souvent, le vieux palais aussi d'Orbe, en Pays de Vaud, qui est sur la route de la Franche-Comté, hein, qui était un vieux palais mérovingien, où le roi résidait encore très régulièrement, et puis surtout l'abbaye de Saint-Maurice-d'Agaune, dont Emmanuel Coup vous a parlé, qui était la résidence principale hein, de ces rois. Ici, je vous montre des restes qui ont été retrouvés dans une campagne très récente de fouilles en 2002-2003, hein, sous la route qui passe l'abbaye. On a retrouvé en fait ce qui était le palais du roi, hein, dans lequel il vivait juste à côté en fait des bâtiments abbatiaux. Ce qui change, c'est au milieu du XIe siècle. Ce royaume, et je dirais toute la société qui va avec, pas seulement un roi qui disparaît, mais c'est aussi une société qui s'organisait autour du roi, ce royaume disparaît. En fait, en 1032, ce roi, qui s'appelait Rodolphe III, est mort, il n'a pas d'héritier de son sang, et son héritage va revenir à l'empereur, hein, qui est en fait le roi de Germanie, qui est aussi roi d'Italie, et qui va récupérer son royaume, qu'on appelle souvent dans les sources à l'époque, le royaume dit de Bourgogne. La Bourgogne, c'est les héritiers des Burgondes, et donc les grandes villes historiques de la Bourgogne, c'est Genève et Lyon. En gros, hein, quand on parle de la Bourgogne, on parle en fait de l'espace autour du lac Léman, en l'an 1000, et pas tellement de Dijon. Donc, à ce moment-là, le royaume disparaît en quelque sorte, mais surtout, ce qui est important à comprendre, c'est qu'au fond, bien avant sa mort, ce roi était en train de perdre tous ses pouvoirs. Et en réalité, quand il est mort, il n'a pratiquement rien légué à l'empereur, ou très peu de pouvoir, et que tout était en train de changer. Donc en gros, entre, on va dire, 1000 et 1050, la société a énormément bougé, et beaucoup de choses ont changé. Le pouvoir monarchique, tel qu'il existera après 1032, est un pouvoir monarchique qui se réduit désormais à très peu de choses. L'empereur est roi, mais franchement roi de pas grand-chose. Il n'a quasiment plus aucune terre, en tout cas il n'en a plus aucune au sud du lac Léman, et même au nord du lac Léman, dans ce qui sera aujourd'hui la Suisse romande,
le pouvoir impérial est extrêmement faible. Il vient très peu, quand il vient ça se passe d'ailleurs très très mal en général, il repart très très vite, et pratiquement il ne reste plus que cette zone d'influence, qui fait qu'il n'y aura jamais de pouvoir seigneuriaux princiers en Suisse, si vous voulez, parce que l'empereur est quand même encore présent, hein, mais qui empêche, en fait, malgré tout, il n'y a pas vraiment un pouvoir monarchique dans ces zones-là. On trouve en revanche de nouvelles principautés, ça c'est la nouveauté du début du XIe siècle, hein. Alors bon, par exemple, on trouve des principautés épiscopales, hein, parce que des principautés peuvent avoir à leur tête une principauté pouvoir dominée par un princeps, par un prince, mais ce prince peut être un évêque, c'est le cas très souvent dans les principautés. Par exemple, on a une principauté qui se forme autour de Vienne, hein, qui a un archevêché extrêmement puissant, où l'archevêque, en fait, va devenir le prince hein, de toute une région autour du Rhône, et une autorité qui, d'ailleurs, va jusque dans le diocèse de Belley à cette époque. D'autres sont comtales. Alors, il y en a pas mal qui surgissent, comté de Lyon, comté de Genève, etc. Mais la plus spectaculaire, c'est celle du comté de Savoie, qu'on n'appelle pas comme ça, qu'on appellera comté de Savoie seulement à la fin du XIIe siècle. Hein. Mais en tout cas, même si le nom n'est pas là, l'espace est présent, hein, et on voit cette principauté surgir. Et puis on trouve aussi d'autres pouvoirs plus modestes, hein, des pouvoirs de type seigneuriaux. Là aussi, on a des seigneuries ecclésiastiques, par exemple l'abbaye de Saint-Maurice d'Agone, qui jusque-là était la capitale royale, se crée une petite seigneurie abbatiale autour de l'abbaye, hein, dans une zone qu'on va appeler le Chablais. Hein. Chablais, c'est la seigneurie ecclésiastique de Saint-Maurice d'Agone, qui est ici, mais aussi des seigneuries châtelaines, hein, autour d'un seigneur qui possède un château. J'en mets deux exemples assez connus. Hein. Celle des Allinges, par exemple, où se développe une famille seigneuriale dans la vassalité de Saint-Maurice, ou celle d'Aiguebel, hein, où se développe une famille seigneuriale qui finira après à Miolan. On va voir maintenant, dans un premier temps, après cette introduction, comment on va centrer maintenant les choses sur la principauté savoyarde. Comment cette principauté elle-même a pu se mettre en place et s'organiser. Ce qu'on va dire, c'est que donc les grands pouvoirs princiers se mettent en place autour de l'an 1000. Bon. Et à la fin de l'an 1000, autour de l'an 1000, vont surgir une série de fondateurs des principautés qui vont sans arrêt monter en puissance, progressivement effacer le pouvoir monarchique et imposer en fait un nouvel espace et par là même une nouvelle société. Alors, cette histoire, on va la trouver dans un tas d'endroits. Par exemple, en 985, pour la première fois dans les sources, on voit apparaître le premier ancêtre de ce qui seront les comtes de Die et de Valence. C'est 985, c'est le premier acte, le premier document historique qui nous permet de voir qu'il y a quelque chose qui va devenir les comtes de Die et de Valence. 990 environ, la charte est mal datée, c'est les comtes de Lyon, ce qui demain s'appelleront les comtes du Forez, en fait, hein, qui apparaissent en 990. 996, c'est une famille seigneuriale qu'on va appeler les Guigonides, parce qu'ils s'appellent tous Guy dans cette famille, qui apparaît. Ce sont en fait les ancêtres des dauphins. 996, c'est la plus ancienne date qui nous permet aussi de les appréhender. En l'an 1000, c'est une famille qu'on va appeler les Humbertiens, parce qu'ils descendent de quelqu'un qui s'appelle Humbert, et les historiens détestent les gens du Moyen-Âge qui n'ont pas des noms de famille comme nous, et donc les historiens leur donnent des noms de famille. Donc on prend le plus vieux, le premier, par exemple pour Clovis, avec le grand-père de Clovis, l'empereur de Tours s'appelle Mérové, et on va dire que c'est des Mérovingiens. Ils ne sont sans doute jamais appelés comme ça, mais nous, ça nous rassure d'avoir une famille. Donc on fait pareil, on prend le premier qu'on voit, il s'appelle Humbert, et on dit c'est les Humbertiens. Mais eux, évidemment, se sont jamais appelés comme ça, et qui sont les ancêtres des comtes de Savoie. Autre famille qui surgit en 1001-1002, les comtes de Genève. On voit ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que dans cet espace qui était royal, où il n'y avait pas de pouvoir qui était capable de se structurer, s'organisent comme ça des pouvoirs princiers qui surgissent tous hein, autour de l'an 1000 d'un seul mouvement. Parmi ces fondateurs de principautés, celui qui va nous intéresser, c'est un personnage qui s'appelle le comte Humbert. C'est l'ancêtre, le premier ancêtre que nous connaissons des comtes de Savoie. Bon, nous ne savons pas du tout qui était son père, nous ne savons pas d'où il vient, c'est le premier qui surgit dans la documentation et qui est assez bien connu, hein, il surgit dans une quarantaine d'actes. C'est ce personnage qu'on appellera au XVe siècle Humbert au Blanchemin, hein, mais ce n'est qu'à partir du XVe siècle que ce surnom de Blanchemin apparaît. Alors ce personnage est connu donc par environ
entre 35 et 40 actes, ça dépend comment on les classe. Bon, je vous montre un exemple de document qui permettent de le connaître. C'est un acte de 1018, conservé aujourd'hui dans le pays de Vaud, qui est un acte en original, et dans lequel on le voit apparaître ici, si on zoome sur le document, vous voyez ici, on va même faire un petit cours de paléographie latine. Le premier mot, vous voyez S-I-G-N-U, et un petit trait sur le U. Le trait sur le U, ça veut dire M. Signum, le saint, comme un saint de notaire. Domni, le Seigneur. Vous avez U-N-B et un petit trait sur le B. Le petit trait sur le B veut dire E-R, Umber. Et après, vous avez Ti, Umberti. Après, vous avez Comi. Le scribe a oublié Tis. C'est un mauvais latiniste. Comitis, ça veut dire compte. Qui, presens, P avec un petit trait. Zens, fuit, ça veut dire saint du Seigneur, comte Humbert qui a été présent. Alors, la particularité du comte Humbert, comme de tous les autres comtes qui surgissent, c'est que ce sont des comtes qui n'ont pas de père. Humbert arrive 40 fois, et jamais il dit qui est son père dans aucun de ses actes. Et ça, c'est tous les comtes, c'est pareil. Chez les ancêtres des dauphins, c'est pareil. Le premier s'appelle Guigues. Jamais il nous donne le nom de son père. Ce sont des comtes qui n'ont pas de père dans leur documentation. En revanche, s'ils n'ont pas de père, ils ont en général des mères. Par exemple, je prends l'exemple ici du comte de Genève qui s'appelle Gérold. C'est le premier comte de Genève qu'on connaisse vraiment. On ne sait pas le nom de son père, jamais ils veulent nous le donner. En revanche, ils nous donnent volontiers le nom de sa mère, elle s'appelle Berthe, et même le nom de sa grand-mère, pas son grand-père, toujours des femmes, qui s'appelle Mathilde. Et pourquoi ils nous le donnent? Parce que Mathilde, c'est la sœur du roi, et en fait la fille du roi Conrad. Voilà. C'est ça le système, c'est-à-dire que ce qui intéresse ces gens, c'est pas leur père, parce que de leur père, ils n'ont rien hérité d'important. Ce qui les intéresse, c'est l'alliance qu'ils peuvent avoir avec les familles royales, parce que les familles royales, l'alliance vous donne des biens. Devenir le beau-frère, le gendre du roi, et c'est la fortune assurée. Et c'est ce qui explique que ces gens, au fond, vont nous dire qui est leur mère, qui est leur sœur, parce que ça rapproche du roi, et non pas qui est leur père, parce que ce sont des gens qui ne vivent pas dans une société où on se transmet par patrilinéarité, comme nous le faisons finalement encore un peu aujourd'hui, les biens, les héritages et les pouvoirs. Je vous montre encore deux documents. Ça, c'est un document émouvant, pourrait-on dire. L'histoire de Savoie commence avec ce document. C'est un document de l'an 1000. C'est une copie de copie de copie. Il n'est pas d'original. C'est un document qui vient d'un cartulaire, un livre de charte de l'évêque de Grenoble. Bon, c'est une charte classique. Et à la fin, on voit en bleu, ici, c'est signature, on dirait aujourd'hui. Nous, on dit c'est souscription, mais c'est la même chose. Et on voit signer, en quelque sorte, un premier personnage qui s'appelle le Seigneur Signum Domini Odoni Episcopi, le Seigneur Odon évêque. C'est le grand frère du comte Humbert. Un deuxième personnage s'appelle Burchard, comme il apparaît en deuxième, c'est qu'il est certainement le deuxième dans l'ordre généalogique. Et un troisième, c'est Humbert, il est la Signum Huberti, c'est lui. Il est le troisième de la lignée, le petit cadet, ce n'est pas forcément grand-chose. 3 ans plus tard, on est en 1003, on retrouve un peu le même type de charte, 3 ans plus tard, la même signature de ces 3 frères. Le premier, il s'appelle toujours Odon, mais on l'écrit différemment parce que ces gens n'ont aucun goût pour l'orthographe. Signum Domini Ottoni Episcopus, c'est l'évêque Odon, le frère aîné. Le deuxième, toujours, cette fois-ci, on va trouver que c'est Humbert. Il est passé devant son frère, pourquoi? Parce qu'il est devenu comte. C'est les débuts de ce pouvoir entre 1000 et 1003, dans lequel, en fait, cette personne est devenue comte, et son frère, qui n'a pas le titre comtal, dans l'ordre, évidemment, apparaît derrière lui. Alors, c'est une famille qui va monter très vite en puissance, en grande partie grâce à l'alliance. C'est-à-dire c'est une famille qui fait de beaux mariages et c'est une chose intéressante. On retrouve notre fratrie, les 3 premiers frères, Odon, Burchard, Humbert, le troisième. Et ce qui va faire la fortune de cette famille, visiblement, c'est qu'ils vont parvenir à faire épouser au roi Rodolphe III une fille dont on n'arrive pas à déterminer le lien de parenté exact. Ça pourrait être la sœur, mais ça peut être autre chose que la sœur, parce que ces gens peuvent avoir des liens de parenté compliqués. En tout cas, c'est une parente très très proche
qui s'appelle Ermengarde et qui devient l'épouse du roi. Et évidemment, devenir le proche du roi, ça assure des carrières prodigieuses dans sa société. Et à ce moment-là, ce comte va monter en puissance. Va monter en puissance et on va voir, en 40 ans, se créer une principauté.